Donc, je voudrais d'abord remercier Annie Cazenave de m'avoir proposé de faire cette conférence sur eau, démographie et nourriture mondiale au XXIe siècle. Je suis très honoré de pouvoir faire une conférence au Collège de France. Je vous prie de m'excuser de commencer avec un petit peu de retard. Il faudra, Annie, que vous me disiez combien de temps je parle, parce que si vous me laissez parler, je vais parler 2 heures. Donc, au bout d'un moment, il faudra que vous m'arrêtiez et que vous me disiez ce qu'il y a. Une petite heure. D'accord, on va essayer d'aller un petit peu vite. D'ailleurs, vous m'avez aidé parce que quelques-unes des images que je voulais montrer, vous les avez déjà montrées dans votre transparent, donc ça me paraîtrait, dans votre exposé, donc ça me permettra d'aller un peu plus vite. Bon, mesdames, messieurs, merci de venir à cette conférence et nous pourrons discuter, si vous le souhaitez, après, si ce que je dis est un peu trop rapide. Alors, les références dont vient de parler Annie Cazenave, je les répète ici. Je pense que celui qui est, pour le sujet alimentation mondiale, celui qui est le plus important, c'est celui de 2011, rapport de l'Académie qui s'appelait Démographie, climat et alimentation mondiale. Et c'est un petit peu de cela que la conférence que je vais vous donner est issue. Je dis ça avec un peu de déception, en ce sens que nous avons été un groupe de travail, au moins d'une dizaine de personnes qui ont travaillé 2 ans pour faire un rapport, pour donner l'état du problème quand même que tout le monde sent fondamental, comment on va nourrir 9 milliards d'habitants en 2050. Donc on a essayé de faire le point de tout ce qui avait été écrit, dit et qu'on pouvait penser de cette question-là, avec un résultat décevant. Personne ne s'y intéresse, vraiment très peu. Bon. À part cela, voilà un peu le plan d'exposé. Je n'aurai peut-être pas le temps de passer sur tout. On va parler des stocks, des flux, des conséquences du réchauffement climatique, des besoins actuels en eau. Ça, c'est à mon avis intéressant, l'exemple tunisien. Je parlerai un peu de la France. La demande mondiale, évidemment, étant essentiellement liée à l'alimentation, et puis quelques conclusions. Alors, voilà la Terre, la planète bleue, comme on dit. Et là, j'avais la même image que Annie, c'est-à-dire la quantité d'eau que nous avons. Là, on dirait qu'il y en a beaucoup. Hein. Elle est bleue, elle est très bleue, mais en fait, il n'y en a pas du tout. Hein. En fait, pas beaucoup par rapport à ce que nous savons. Alors, un petit rappel, c'est que le stock d'eau total sur Terre est à peu près constant. Donc, le stock dont elle vous a parlé, c'est le diamètre de ces sphères-là. En fait, il évolue un tout petit peu avec le temps. Pourquoi ? Parce que la radiation solaire dans la haute atmosphère décompose la molécule d'eau, H2O en hydrogène et oxygène. L'hydrogène léger s'évapore, enfin, disons, quitte le champ gravitaire de la Terre et s'évapore, enfin, se répand dans l'espace interplanétaire. Et donc, petit à petit, nous perdons d'eau à ce moyen-là. C'est probablement ce mécanisme qui explique qu'il n'y ait plus d'eau sur Terre, sur Mars aujourd'hui. Mars a une gravité beaucoup plus faible que celle de la Terre parce qu'elle est beaucoup plus petite, et donc ce mécanisme qui est le même, c'est la radiation solaire, a dû finalement assécher Mars, alors que Vénus a encore gardé pas mal d'eau, et Mercure n'en a plus du tout. Donc, une estimation, je ne sais pas si elle est exacte. Enfin, disons que d'après mes collègues de Meudon, les mesures qu'ils ont faites diraient qu'en 4,6 milliards d'années, depuis que la Terre existe, nous aurions perdu 3 mètres d'eau. 3 mètres d'eau à rapporter, si vous voulez, à un océan. Si on nivelait la Terre avec un gros bulldozer et qu'on faisait un énorme globe parfaitement sphérique, eh bien, nous aurions un océan d'environ 2,8 km d'épaisseur, 2800 mètres d'océan et de l'eau partout. Ben, on a perdu sur ces 2,8 km, on a perdu 3 mètres. Donc on peut dire en toute première approximation que nous ne risquons pas de manquer d'eau. Donc l'eau, elle tourne, elle est toujours là. Le stock et les flux, on en a parlé. Je vais quand même donner quelques chiffres. Donc ça, c'est un petit schéma du cycle de l'eau. Donc les nuages, on l'a vu. Voilà quelques chiffres. Ça complémente totalement ce que vous avez dit, Annie. L'évaporation sur les continents et sur les océans alimente les nuages. Mais vous voyez que, évidemment, c'est très équilibré. Il y a beaucoup d'évaporation sur les océans. Et quand même, ce n'est pas négligeable. La quantité d'eau qui s'évapore sur les continents est importante. Dans le schéma qui a été montré tout à l'heure, avec l'énorme quantité d'eau salée, donc 413 000 km3 qui s'évaporent sur les océans et 73 000 sur les continents. Alors, on nous a dit tout à l'heure, et c'est tout à fait exact, qu'il y a 97-98% d'eau salée. Heureusement! Parce que s'il n'y avait pas cette eau salée, il n'y aurait pas l'évaporation sur les océans. Donc en fait, nous sommes alimentés en eau douce par les océans, et parce qu'il y a une surface énorme d'océans,
eh bien, on a beaucoup d'évaporation, on a beaucoup de pluie. Il ne faut surtout pas se plaindre qu'on ait tant d'eau salée. Et quand on fait des bilans, on dit qu'il y a très peu d'eau douce, il y a très peu d'eau douce, c'est complètement faux. Il y en a énormément grâce au flux annuel qui est transporté par les nuages et qui retombe en pluie. Voilà les chiffres. Les pluies sont 113 000 sur les continents et 373 000 sur les autres. Le total est évidemment le même. Mais vous voyez tout de suite qu'effectivement, il pleut plus sur les continents qu'il ne s'évapore sur les continents. Vous voyez, 73 contre 113. Ça veut dire qu'en fait, on gagne un peu d'eau dans ce qui nous vient de l'océan, mais environ un tiers de l'eau que nous recevons sur les continents proviennent de l'océan. Le reste est un recyclage interne. Alors voilà le bilan. Alors le bilan, c'est la même chose que c'est ce que vous avez dit, mais je le fais de façon chiffrée. Donc on retrouve ici, je me limite au continent, vous avez ici les 113 000 de précipitations annuelles sur l'ensemble des continents, les 73 000, la flèche qui va vers le haut, qui sont l'évaporation sur les continents, l'évapotranspiration, comme vous l'avez dit. Puis la différence des deux, c'est 40 000 km3, c'est-à-dire ce qui s'écoule. Alors, il s'écoule quoi? Il s'écoule 36 000 km3 par an dans les rivières, et on les oublie parfois, 3 400 km3 par an de glace qui fondent sur les pôles. Donc ça, on n'en fait pas grand-chose, on ne peut pas faire grand-chose, donc on ne compte pas. Donc en gros, pour vivre, nous avons 36 000 à peu près km3 d'eau par an. Alors là, je donne un petit terme pour distinguer ces deux eaux. Ce qui s'écoule et qu'on peut utiliser en le prélevant, en pompant, en arrosant, enfin ce que vous voulez, on appelle ça l'eau bleue. Je définirai 3 couleurs d'eau, mais pour l'instant j'en suis à 2, l'eau bleue. Et l'eau, en fait, qu'on ne voit pas, qu'on appelle l'eau verte, c'est celle qui vient par la pluie, qui se stocke dans les 2 premiers mètres du sol dont vous avez parlé et qui va alimenter l'évapotranspiration par la végétation. Et vous allez voir que dans la présentation que je fais, je pense qu'il est utile de prendre en compte ces deux types d'eau, parce que nous utilisons les deux. L'eau verte, pourquoi on l'appelle verte? C'est parce qu'elle alimente tous les écosystèmes végétaux de la planète. Donc toutes les forêts, toutes les savanes, et bien sûr les champs sur lesquels on n'irrigue pas, ce qu'on appelle l'agriculture pluviale, eh bien, ils bénéficient comme eau de l'eau de pluie sans avoir besoin d'irrigation. Et nous les utilisons tout autant, puisque nous mangeons le blé qui a été cultivé, par exemple, en agriculture pluviale. Donc voilà les deux types d'eau. Et vous avez des ordres de grandeur, c'est des chiffres énormes, le kilomètre cube par an. Donc on a environ 40 000 km3 par an d'eau bleue et 73 000 km3 par an d'eau verte. Quelle est la consommation actuelle? J'entends bien consommation. Annie a bien parlé de prélèvement et consommation. Les prélèvements, c'est ce qu'on pompe, et la consommation, c'est finalement ce qui finit par s'évaporer. Quand vous vous lavez les mains à un robinet, eh bien, vous faites couler de l'eau, vous utilisez un petit peu d'eau quand vous allez vous sécher les mains, il y en a un peu qui va disparaître, mais l'essentiel de l'eau qui passe dans votre robinet retourne à l'égout et après traitement retourne dans la rivière, donc il n'a pas disparu. Donc ce qu'on appelle la consommation, c'est la petite quantité d'eau qui a été en fait utilisée, évaporée et qui ne se retrouve plus dans le cycle de l'eau. Par exemple, ici à Paris, nous nous alimentons en eau pour beaucoup par des prélèvements dans la Seine. Historiquement, on s'alimentait par des aqueducs qui sont les aqueducs de l'Arve et l'aqueduc de la Vanne, mais aujourd'hui, l'essentiel des 20 mètres cubes secondes que nous utilisons dans la région parisienne provient des grandes rivières, c'est-à-dire la Marne, la Seine, l'Oise. L'eau que nous buvons à Paris qui vient de là, elle a été déjà utilisée par Troyes, Fontainebleau, Melun, etc. Donc l'eau usée de Melun, Troyes et Fontainebleau retourne dans la Seine, sans parler de réutilisation des eaux usées. Tout naturellement, on rejette de l'eau qu'on a plus ou moins traitée dans la rivière, et puis on la repompe à l'arrière et nous la rebuvons. Donc, comme vous l'avez dit, elle est recyclée plusieurs fois. Alors, donc, si vous voulez, les chiffres globaux, là, la consommation actuelle, c'est de l'eau bleue. Le chiffre de consommation actuelle d'eau verte, j'aurais dû le mettre, il est de l'ordre de 7000 km3 par an. C'est bien supérieur à l'eau bleue, mais on est encore très en dessous, vous voyez, à l'échelle globale de l'ensemble des chiffres qui sont donnés là-dessus. Alors, l'eau est-elle disponible pour l'homme? Nous sommes un peu anthropocentristes, et là je voudrais vous montrer une image qui a été prise par un collègue de l'école polytechnique de Zurich, qui est le delta de l'Okavango. L'Okavango, c'est un petit pays de l'Afrique australe
qui est assez arrosé dans sa partie nord et complètement désertique dans sa partie sud. Alors, il y a des fleuves énormes, l'Okavango en est un, et il y a le delta de l'Okavango, qui est l'endroit où finalement cette eau finit par s'évaporer et disparaître, et l'Okavango ne va que dans des années très exceptionnelles jusqu'à la mer. Il s'arrête avant parce qu'il s'évapore dans cette espèce de zone désertique. Alors, c'est simplement un exemple. Cet animal qui est là, qui est fort sympathique, il a besoin d'eau. S'il n'avait pas de quoi se baigner, de quoi manger quelques herbes qui poussent par là, il ne pourrait pas vivre. Or, il est mal barré. Il est mal barré. Pourquoi? Parce que les Namibiens ont décidé, d'une part, de faire du tourisme, d'autre part, de faire de l'irrigation pour se nourrir, et troisièmement, ils veulent faire de l'exploitation de mines. C'est un pays très riche, la Namibie, en matière de mines, et ils ont besoin d'eau pour faire fonctionner les mines. Donc, à terme, il n'y aura plus d'eau. Alors, si vous voulez, il faut bien avoir, ça va être ma conclusion, donc j'anticipe sur ma conclusion, parce que je n'aurai pas le temps de la dire. Quand nous prélevons de l'eau dans la Seine, par exemple, ou dans une nappe, dans quelque chose, nous nous disons, elle est là, elle est pour nous, on la prend. En fait, non. On prend toujours l'eau à quelqu'un. Ça peut être lui, ça peut être des êtres beaucoup plus petits que vous ne voyez même pas, qui vivent dans les interstices du sol, mais l'eau naturelle dans les écosystèmes est toujours utilisée par quelqu'un. Les écosystèmes ne sont pas idiots. À partir du moment où il y a une ressource qui augmente ou qui existe, ils se développent, ils se diversifient et ils vont arriver à prendre la totalité de l'eau qui est disponible. Donc oui, il y a de l'eau sur Terre. Oui, nous pouvons en prendre, nous devons en prendre. Mais il faut bien avoir dans l'idée que plus nous en prenons, moins les autres en ont. Et donc le problème essentiel sur lequel je vais conclure, c'est est-ce qu'il y en aura assez pour tout le monde? Et le petit livre dont vous avez parlé, L'eau, un trésor en partage, je considère qu'il faut partager l'eau non seulement entre nous, les hommes, ce que nous faisons très mal, vous savez qu'il y en a qui n'en ont pas beaucoup et d'autres qui en ont beaucoup trop, et les écosystèmes, la vie naturelle, et eux en ont aussi besoin, sinon la planète sur laquelle nous voudrions vivre, à mon avis, ne sera plus vivable. Alors, répartition des précipitations sur la Terre. Je vais aller très vite. Vous savez très bien qu'il y a une grande zone sèche, je le remontrerai sous une autre forme dans un instant, qui est la zone qu'on appelle des ceintures désertiques, qui se reproduit de façon un peu moins intense dans l'hémisphère sud, et que nous vivons dans la partie de l'hémisphère nord qu'on appelle la zone tempérée, où il pleut pas mal. Les zones les plus arrosées, je le montrerai tout à l'heure, c'est la zone équatoriale et tropicale. C'est là où il y a le plus d'eau. L'humanité, dans son ensemble, n'est peut-être pas très maligne. 21% de l'humanité s'est mis dans les endroits de la planète où il y a seulement 2% des ressources en eau. Ensuite, on se plaint qu'on n'a pas d'eau. Oui, mais bon. Alors vous me dites que c'est historique, on s'est installé comme ci, comme ça. Moi, je suis né à côté de Marseille. Dans la ferme où j'habitais, il n'y avait pas d'eau en été. Donc, enfant, j'étais ravi parce qu'on ne se lavait pas, on était content comme tout. Mais est-ce qu'à cause de ce manque d'eau dans cette région sud de l'Europe, est-ce que j'ai envie d'aller m'installer dans les sommets de la Sibérie où il y a toute l'eau qu'on veut? Non. Donc, si vous voulez, notre choix de répartition de la population avec des habitants en nombre important au sein de zones arides, il est lié à un choix. Il faut dire que c'est un choix. Et si on y reste, c'est aussi un choix. Le problème, c'est évidemment la démographie dont on va parler. Bon, il pleut plus en montagne, ce qui fait que, j'en parlerai un petit peu, les grandes montagnes sont les châteaux d'eau de la planète. Vous avez parlé, Annie, de la Turquie, qui est en altitude. Ce sont des plateaux anatoliens sur lesquels on a construit tout barrages parce qu'il y a beaucoup d'eau. Le Nil, par exemple, est alimenté par les grands plateaux éthiopiens. Nous, en Europe, enfin en France en particulier, mais en Europe, nous avons une énorme chance, c'est que nous avons les Alpes, qui est l'énorme château d'eau. Rappelez-vous que les Alpes irriguent bien sûr avec le Rhône, le sud-est de la France, mais irriguent avec le Rhin, tout le nord de l'Europe, avec le Danube jusqu'à l'Europe de l'Est et avec l'Italie, avec le Pô jusqu'à l'Italie. Donc les Alpes constituent une énorme ressource en eau à cause du fait qu'il pleut beaucoup plus en altitude qu'en plaine, et que si, avec les changements climatiques dont je vais vous parler, les précipitations se réduisent, les châteaux d'eau vont rester. Ils sont peut-être un petit peu moins riches qu'ils ne le sont aujourd'hui, mais nous avons toujours cette énorme ressource que constituent pour nous les châteaux d'eau. Alors je suis navré pour vous, Annie, qui habitez Toulouse, mais Toulouse, les montagnes des Pyrénées sont superbes, mais elles sont trop basses. Il n'y a pas d'eau en sud-ouest. Le sud-ouest de la France sera et est déjà en manque d'eau, parce qu'il n'y a pas un château d'eau suffisant. Bon, alors, variabilité interannuelle des précipitations, vous en avez parlé, je passe vite, mais je voudrais vous donner un petit exemple quand même.
C'est historique. Vous avez bien dit, hein, d'une année sur l'autre, les précipitations, les débits, tout ça, ça change, on le sait très bien. Et cette année est particulièrement pluvieuse, vous en êtes conscient. Je vais vous montrer les variations du débit du fleuve Niger, dont vous avez le tracé ici, à Koulikoro, au pays du Niger. C'est un enregistrement qui existe, vous parliez de données anciennes, qui existe depuis 1900 à peu près. Alors, c'est des années, hein, c'est des débits annuels moyens. C'est évidemment, quand il pleut beaucoup, le Niger coule, quand il pleut peu ou pas assez, le Niger est bas. Hein. Donc ce que vous voyez ici, c'est une variation des précipitations mesurées par un énorme pluviomètre qui est le bassin du Niger à Koulikoro, qu'on mesure par son débit. Et vous voyez des choses assez frappantes. Et là, on ne parle pas encore de changement climatique. Vous avez entre 1900 et 1920 à peu près, vous avez une période assez basse. Hein. Et puis de 1920 à 1930, en gros, on passe de 125 à 175. Ce n'est pas insignifiant, hein. C'est des grandes variations de l'importance des précipitations dans ces régions-là. Puis de nouveau une période sèche de 1930 à 1950, une période humide de 50 à 70, et puis voilà, ce qu'on a appelé la sécheresse au Sahel, pour ceux qui ont mon âge, vous avez entendu parler de ça, ça a commencé en 1973. Et on a dit, sécheresse au Sahel, qu'est-ce qui se passe? Alors les conséquences, c'est tout ça, hein. C'est les troupeaux du Sahel qui s'alimentent sur des prairies très maigres, s'il ne pleut pas, ben, on est obligé de les abattre, hein. Donc c'est des conséquences dramatiques. Eh bien, ça, c'est récurrent. Mais rappelez-vous dans la Bible, les 7 années de vaches maigres et les 7 années de vaches grasses. Donc, on ne sait pas vraiment expliquer pourquoi. Quelle est la variation climatique qui fait cela? Alors là, vous avez peut-être eu une conférence de Hervé Le Treut qui vous a peut-être donné des clés, mais disons que cette variabilité naturelle, là on ne parle pas encore de changement climatique, hein, cette variabilité naturelle qui a toujours existé de tout temps, est très difficile à prévoir, et pas vraiment expliqué aujourd'hui. Donc ça nous menace autant que ça nous menaçait hier, que ça nous menace demain. Alors je passe là-dessus pour vous parler d'études qu'a faites le prix Nobel d'économie, le professeur Amartya Sen, qui s'est beaucoup intéressé aux grandes sécheresses du XIXe siècle. Alors j'ai mis les points rouges sur l'Éthiopie, l'Inde, la Chine et le Brésil. Et dans les années qui sont indiquées ici, c'est-à-dire 1876, 1878 et 1896-1900, donc ce n'est pas une année, hein, c'est une succession d'années, eh bien Amartya Sen a montré qu'il y avait eu des déficits pluviomètriques énormes et des famines comme on n'en connaît plus. Hein. Voilà quelques chiffres. En Inde, entre 10 et 20 millions de morts. En Chine, 20 et 30. Brésil, 1 million, etc. On n'a pas les chiffres pour l'Éthiopie. Donc vous voyez, pour une humanité qui à l'époque était de l'ordre de 1,65 milliard d'habitants, eh bien 4% de la population mondiale est morte de faim. Et cette variabilité de précipitation que le professeur Sven appelle FAD, Food Availability Decline, le déclin des ressources alimentaires, elle est probablement liée à des phénomènes El Niño extrêmement intenses. Parce que quand il y a un phénomène El Niño extrêmement intense, il peut y avoir des répartitions différentes des précipitations et des pluies bien inférieures. Alors j'ai fait un peu de travail sur ces événements El Niño très intenses, grâce à des travaux conduits par des chercheurs de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui ont été fouillés dans les registres des églises de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, depuis 1500, où on voit, ils notaient ces choses-là, ils notaient événements ecclésiaux très importants, par importance, sécheresse, assis, pluie importante. Et on peut reconstituer que ces événements ecclésiaux très intenses se reproduisent en moyenne 2 fois par siècle. Donc vous voyez, c'est des événements rares. Alors au XIXe siècle, je vous ai donné les dates, au XXe siècle, ils se sont produits. On n'est pas obligé d'en avoir 2 par siècle. Hein. Il peut très bien en avoir 4 un siècle et pas du tout le siècle suivant. Enfin, disons, il se trouve qu'il y en a eu 2 au XXe siècle, un en 1945 ou en 1944. Bon, on n'avait pas l'esprit préoccupé à la sécheresse, on pensait à autre chose, donc personne n'en a parlé. Et puis le second, c'est dans les années 98, où la Chine et l'Indonésie ont eu un déficit énorme de nourriture qui, heureusement, a pu être comblé parce que les Chinois avaient de l'argent et ils avaient les logistiques pour apporter et aller chercher là où on pouvait les acheter les vivres avec que personne n'est mort de faim. Mais ça nous pend au nez. Hein. Et demain, on peut se réveiller à avoir 5 ans de sécheresse absolue dans ces pays que je viens de citer, hein, à cause d'un phénomène El Niño dans lequel il n'y a plus rien à manger. Donc le fait qu'il n'y ait plus de famine sur Terre, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. La FAO n'en prend absolument pas compte. Bon,
Alors, réchauffement climatique, je pense qu'il y a eu une conférence de Hervé Le Treut. Oui, il a parlé de ça? Je ne vous parle que je vais ne parler que des précipitations. Alors là, c'est un schéma que j'aime bien, qu'il faut que je vous explique avec ma canne, parce que comme je ne vois pas les couleurs sur le pointeur, ça ne marcherait pas. Ici, vous avez le pôle Nord, là, vous avez l'équateur, et là, vous avez le pôle Sud. Ne regardons que la courbe épaisse noire. Ça, c'est la quantité de pluie en millimètres par jour pour les mois de décembre, janvier, février, mais ça pourrait être, on pourrait prendre pour n'importe quel mois, et on retrouve très bien ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire la zone tempérée où il pleut pas mal, la ceinture désertique qui est celle de la latitude du Sahara, la zone tropicale équatoriale où il pleut beaucoup, et ici vous avez, moins intense, la ceinture désertique de l'hémisphère sud. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les zones polaires reçoivent très peu d'eau. Il pleut moins au pôle Nord qu'il ne pleut au Sahara. Donc la glace s'accumule parce qu'il en reste, mais disons que c'est ce qu'on appelle les déserts froids par rapport aux déserts. Nous avons la chance d'être ici. Alors je vous expliquerai après les petits traits pointillés, mais je vous montre un dessin que j'ai fait moi, c'est absolument pas un calcul et absolument pas une mesure, ça c'est des données mesurées, hein. C'est moyenné sur quoi? Sur le temps, et c'est moyenné sur toutes les longitudes. Donc on fait la moyenne sur toute, à la latitude de 60 degrés nord, on va faire sur tout le globe la moyenne des pluies à cette latitude-là. Alors là, c'est à peu près ce que j'ai compris, ou ce que m'ont expliqué les climatologues, je suis hydrologue, je ne suis pas climatologue, que ce que m'ont expliqué les climatologues sur le climat, disons, de 2050-2100, avec l'accumulation des gaz à effet de serre, etc. Ben, vous voyez tout de suite sur ce schéma qu'il pleut plus. C'est pas étonnant, il fait plus chaud, il y a donc plus d'évaporation sur les océans et sur les continents, et donc le cycle atmosphérique, c'est-à-dire la machine thermique avec les nuages, la pluie, etc., s'accélère, donc il pleuvra plus. Oui, mais il y aurait un petit déplacement vers les pôles des ceintures désertiques. Et c'est ce que vous voyez ici, c'est-à-dire que, en gros, le Sahara avancerait un petit peu vers le nord, et tout ce qui va avec, là, toutes les courbes est à peu près translatées, vous voyez. Alors, nous sommes par là. Et vous voyez ce point-là, qui est tout à fait fondamental, c'est le point où, en 2050 ou 2100, enfin dans le cours de ce siècle, il pleuvra autant aujourd'hui qu'il pleuvait hier. Hein, c'est le point de croisement des courbes. Et ce point-là, c'est Lyon. C'est Lyon. Donc, en France, d'après ce schéma, au sud de Lyon, il pleut moins, et au nord de Lyon, il pleut plus. Hein. Alors, si vous habitez Stockholm, vous êtes sûr de votre coup, il va pas pleuvoir plus. Si vous habitez probablement l'Allemagne du Nord aussi, mais voilà, nous, on est là. Malheureusement, c'est Lyon plus ou moins 1000 km. Parce que les climatologues sont des gens qui ne sont pas sérieux et ils ne sont pas précis, ils n'ont pas la capacité de dire avec précision ce qui va se passer. Donc on est bien embêté en France, parce qu'on se sent dans la zone d'incertitude. Hein. On est dans la zone d'incertitude, et ça peut être soit tout mauvais, soit tout bon, soit rester presque comme on est. Donc on a vraiment beaucoup d'incertitudes, et les prévisions dont je vais vous parler dans un instant sont plutôt mauvaises. Hein. On irait plutôt vers l'assèchement en ce qui concerne la France. Alors je ne vous ai pas parlé des petits traits pointillés. Ça, c'est les 15 modèles internationaux, enfin nationaux, qui sont utilisés par le GIEC pour essayer de faire de la prévision climatique. Alors là, ils ne font pas de prévision, ces pauvres modèles. On leur dit, attendez, vous êtes des modèles qui vont nous prédire le climat de demain. Commencez par nous montrer que vous savez calculer le climat d'aujourd'hui. Donc on les fait tourner avec la concentration de CO2 actuelle, avec tout ce qu'on sait sur la température des océans actuels, tout ce qu'on a, toutes les données qu'on a, et on leur dit, voilà, montrez-nous que vous êtes bons. Je ne sais pas comment vous voyez ça, mais moi j'ai été professeur pendant 50 années de ma vie. Si un étudiant me dit voilà mon modèle et c'est ça que je voulais régler, je lui dis écoute, recommence, hein, c'est pas bon. Donc ils ne sont pas bons les modèles. C'est pour ça qu'il y a cette incertitude de 1000 km sur la position, parce que les modèles ne sont pas au point. Alors Hervé Le Treut, qui est le meilleur climatologue de France, que vous avez eu la chance d'écouter il y a une quinzaine de jours, je crois, je lui dis mais attends, quand est-ce que tu vas arriver à faire des choses sérieuses? Il me dit il me faut au moins 15-20 ans. 15-20 ans. Pourquoi? Parce que les modèles sont des mailles beaucoup trop grandes, les phénomènes physiques sont encore mal compris, le rôle de la vapeur d'eau et des nuages sur l'effet de serre sont encore à préciser, il y a énormément de problèmes, c'est extrêmement compliqué. Donc il ne faut pas leur faire de reproches, ils font ce qu'ils peuvent, mais il ne faut pas penser
que dans les quelques années qui viennent, dans les 2-3 ans qui viennent, eh bien, on saura beaucoup plus qu'on ne sait aujourd'hui. Et ça, c'est embêtant, parce que, je vais vous en parler pour la région parisienne. Alors voilà quelques cartes qui donnent, ça c'est la période juin, juillet, août, septembre. Alors vous avez ici, c'est le modèle de Météo France. Ici, c'est la variation des précipitations par rapport au siècle précédent. Donc ici, ça veut dire que ça devient plus humide, et là, ça veut dire que ça devient plus sec. Donc vous voyez bien que l'Europe du Nord est beaucoup plus humide, et l'Afrique, le centre de l'Afrique est plus humide, et puis là où nous sommes, là c'est la zone bleue, on va avoir moins d'eau. Même vous pouvez voir que la Bretagne aurait, pendant les mois de juin, juillet, août, septembre, un petit peu moins de pluie, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle si vous voulez y passer vos vacances. Alors ça c'est pour l'été, enfin l'été dans l'hémisphère nord, ça c'est pour l'hiver dans l'hémisphère nord, c'est à peu près pareil, je ne pense pas là-dessus. Alors on va un peu focaliser sur l'Europe, c'est les mêmes types de couleurs, vous voyez l'Europe du Nord est plus humide, et l'Europe du Sud, et disons le sud de la Méditerranée est plus sec, c'est clair, avec hiver-été, et les pourcentages sont un peu différents, mais enfin disons qu'on reste dans cet ordre de grandeur. Alors voilà un calcul tout à fait récent qui a été fait par Mme Agnès Ducharne dans mon ex-laboratoire, qui est le calcul du débit de la Seine à Pose. Pose, c'est le point où la Seine se met à rentrer dans la partie estuarienne du fleuve. C'est la fin du bassin, si vous voulez, continental. Alors, vous avez beaucoup de courbes. La première, c'est le temps présent, avec les débits, et l'épaisseur du trait, là, la couleur, c'est un peu les variabilités interannuelles. Alors, ici, vous avez les débits moyens en 2050 et 2100. Regardons 2100. Voilà les débits moyens de la Seine en 2100, alors que les débits actuels, c'est ce bleu ici. Donc vous voyez que le débit de la Seine en août-septembre et même jusqu'en octobre, on recommencera à avoir de l'eau en décembre, est beaucoup, beaucoup plus bas, à peu près la moitié de ce que nous avons maintenant. Alors je vous l'ai dit, 20 mètres cubes secondes de l'eau de la région parisienne provient de la Seine. Comment on a fait ? On a construit des barrages. On a construit 3 grands barrages qu'on appelle le lac de Seine, le lac de Marne et le lac de l'Aube, qui sont, en fait, on dit qu'on les a construits pour protéger Paris contre les crues, ce qui n'est que très partiellement vrai. En fait, on les a construits et on a un stockage d'eau que l'on utilise tous les étés pour faire couler de l'eau dans la Seine, que l'on puisse prélever ensuite à Paris et s'alimenter en eau. Il a fallu environ 50 ans pour qu'on se décide à construire ces barrages. Ces barrages ont été décidés après la crue de 1910. Donc là, on dit, plus jamais ça, on va faire des barrages et on va protéger Paris contre les crues. Le premier barrage a été construit dans les années 30, et puis les 3 autres, les grands, c'est le barrage de Pannetière, il a été construit dans les années 70 à 90. Donc vous voyez, il faut à peu près 50-60 ans, non pas pour construire physiquement un barrage, mais pour décider qu'on va le faire. Et que les gens trouvent le financement, disent oui, disent non, etc. Donc, ce qui est très embêtant avec cette histoire de changement climatique, c'est que si en 2050, on n'a plus assez d'eau dans la Seine, c'est aujourd'hui qu'il faut s'en occuper. C'est aujourd'hui qu'il faut s'en occuper, et en fait, les données ne sont pas suffisamment sûres pour pouvoir influencer un homme politique et lui dire, dis donc, il faudrait que tu construises un barrage. Parce que construire un barrage aujourd'hui, vous voyez le problème que ça va poser environnemental, vous allez noyer des gens, chasser des agriculteurs, regardez Notre-Dame-des-Landes, j'ai travaillé un petit peu sur Notre-Dame-des-Landes cette année, donc je pourrais vous en parler, mais faire quelque chose en France qui affecte les territoires, casse-tête, un casse-tête. Donc on n'aura pas d'eau à Paris, il faut s'habituer à ce que je faisais quand j'étais jeune dans le Midi, à ne pas se laver en été. Bon, alors, on va prendre un exemple tunisien pour regarder un peu plus précisément Je suis encore dans quelques délais, non ? Ça va ? Je voudrais vous montrer à quoi nous utilisons notre eau. Donc j'ai pris ce premier exemple, la Tunisie, ensuite je vous donnerai la France. Quelques données sur la Tunisie que vous connaissez, 164 000 km², 5 millions d'hectares cultivables, là 10% qui sont irrigables, s'il y a de l'eau, il y a 10 millions d'habitants, et voilà les données hydrologiques. Il pleut 220 mm moyenne par an. Cette moyenne, elle n'est pas très représentative, parce que le nord de la Tunisie, il pleut à peu près 500-600 mm,
ce qui n'est pas tellement moins. Ici, à Paris, il pleut 650, 700. Hein. Donc il fait plus chaud. Enfin, disons que ce n'est pas un pays très aride au nord, la Tunisie. Évidemment, quand vous allez à El Borma au sud, ben là, il ne peut pas. Donc la moyenne de 550 plus 0, ça fait 220. Donc c'est ça que ça représente. Alors, si vous mesurez, vous multipliez la surface de la Tunisie par ces 220 mm, vous avez une lame d'eau de pluie de 36 km3 par an. Alors, ce qui repart à l'atmosphère, que j'ai appelé l'eau verte, c'est l'eau évapotranspirée par la végétation ou l'évaporation directe, c'est à peu près le tiers, hein, 12 km3 par an. Ce qui coule dans les rivières et ce qui est récupérable, c'est 2,7 ou 2,1 km3 par an. Les Tunisiens ont fait ce que nous n'avons pas fait en France, on n'en a peut-être pas besoin, ils ont fait ce qu'on a appelé le programme des 1000 barrages, c'est-à-dire qu'ils ont construit autant de barrages qu'ils le pouvaient, là où c'était faisable, de façon à essayer d'éviter de perdre cette eau qui sinon part à la mer. C'est un petit peu une bêtise, mais on en reparlera plus tard. C'est pas mal, hein, ils récupèrent à peu près 80% de l'eau de pluie qui tombe. Or, l'eau de pluie en Tunisie, elle tombe pendant les mois de septembre, octobre, novembre, et puis jamais le reste du temps. Hein. Donc c'est des grands barrages qui sont obligés d'être là pour stocker cette eau avant qu'elle ne parte à la mer. Alors, j'ai mis ces chiffres en bleu, parce que c'est l'eau bleue, c'est ce qui coule dans les rivières ou ce qu'on peut récupérer dans les nappes. Donc vous avez les deux types d'eau, l'eau verte c'est 12 et l'eau récupérable c'est de l'ordre de 2 plus 2, 4 km3 par an en Tunisie. Donc vous voyez le chiffre eau verte est plus important que le chiffre eau bleue. Alors comment est-ce que les Tunisiens utilisent cette eau et comment est-ce qu'ils satisfont leurs besoins? Alors pour faire ça, on va le faire ensemble, on va faire le bilan de l'eau de la Tunisie, et nous allons le faire à deux dates, en 2004 et en 2025, pour tenir compte des changements qui se produiront entre 2004 et 2025, qui sont déjà en cours. Alors vous avez les rubriques, mais la première chose à remplir, c'est la demande alimentaire exprimée en équivalent en eau par habitant. Combien d'eau faut-il pour se nourrir? Alors là, on va le remplir ensemble, mais je vous donne un tableau qui vaut ce qu'il vaut, qui vous donne la quantité d'eau qu'il est utile, enfin qu'il est nécessaire d'utiliser pour produire de la nourriture. Je prends par exemple le blé. Ce chiffre nous donne des litres d'eau pour produire 1 kg de blé. Ce n'est pas la quantité d'eau contenue dans le grain de blé, parce qu'un grain de blé n'est jamais tout à fait sec, c'est la quantité d'eau. Supposez que j'isole 1 mètre carré de cette plateforme, que j'y mette un peu de terre, je plante du blé, et tous les jours je l'arrose. Il faut une lampe pour qu'il soit éclairé, mais si je le mets dehors, eh bien, au bout du temps, quand le blé aura produit, eh bien, j'aurai utilisé 1000 litres pour produire 1 kg de blé. Donc si, vous voyez, l'huile végétale c'est plus, le riz c'est plus, les pommes de terre c'est beaucoup moins, etc., etc. Et puis vous avez ici de l'autre côté ce qu'on appelle les produits animaux, c'est-à-dire la quantité d'eau qu'il faut pour produire 1 kg de viande. Alors, vous voyez la différence d'ordre de grandeur. Un bœuf, c'est 13 000 litres d'eau pour produire 1 kg de bœuf, par rapport à 1000 pour 1 kg de blé. Pourquoi tant? Ce n'est pas que le malheureux bœuf boit 13 000 litres d'eau par kilo de bœuf par an. Non, ça n'a rien à voir. C'est que le bœuf, il faut qu'il mange quelque chose. Donc actuellement, l'essentiel des animaux que nous consommons en France sont nourris avec du grain. Donc on commence par lui donner du maïs en général. Donc on va donner, mettons, 1 kg de maïs à un bœuf. C'est imbécile. Avec 1 kg de maïs, il ne va pas faire 1 kg de viande. Ce n'est pas une machine à 100% d'efficacité de rendement. Donc, il va fabriquer peut-être 10-20 grammes de viande, et donc il faut beaucoup de nourriture végétale pour pouvoir arriver à faire de la viande. Si j'avais été méchant, ce que je suis parfois, j'aurais mis une autre colonne qui est le tigre. Le tigre, il s'alimente avec quoi? Avec de la viande. Donc, il va manger du bœuf. Donc, vous prenez 1 kg de bœuf qui a déjà consommé 13 000 litres d'eau, vous le donnez à un tigre, et le steak de tigre, je ne sais pas si vous en mangez tous les jours, mais le steak de tigre, il faudrait 25 camions-citernes pour représenter l'équivalent en eau contenu dans 1 kg de steak de tigre. Il paraît que c'est très bon, mais enfin, il y a peu de gens qui ont l'occasion d'en manger. Donc vous voyez, il y a un gros problème, et ça va être un peu un des points sur lesquels nous allons insister, quand on parle de nourriture mondiale, il faut savoir ce qu'on mange. Si on mange un régime plutôt végétarien, ou si on mange un régime plutôt disons, riches en produits animaux, qui peuvent être la viande ou, bien sûr, le lait, les fromages, etc. On est dans des ordres de grandeur totalement différents. Et on reviendra là-dessus. Alors, voilà les calculs faits pour la Tunisie.
Donc vous avez ici, et ça rejoint ce que vous a dit Annie Cazenave tout à l'heure, pour nourrir un Tunisien moyen, il faut 1450 mètres cubes d'eau par an. Par rapport à la nourriture, la quantité d'eau que j'appelle ici alimentation en eau potable directe, c'est-à-dire le tuyau, l'eau domestique, l'eau du robinet, c'est rien. C'est même pas 3% de l'eau qui a été nécessaire pour vous nourrir. Donc, le problème de l'eau, il n'est pas là. Il est là. Il est dans la quantité de nourriture dont nous avons besoin. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Tunisiens? Donc, si je multiplie 1450 par 10 millions, ça me fait à peu près ce chiffre-là, 15 km3, c'est des km3 par an. J'ajoute ça, ça ne change pas grand-chose, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme ressources? Je vous l'ai déjà donné. Ça, c'est l'eau bleue d'irrigation. Ça, c'est l'eau verte qu'ils ont estimé utilisée sur les champs où il y a de l'agriculture pluviale. Et quand je fais la somme de ces deux chiffres-là, 8 et 2, 10, alors que j'ai besoin de 15. Donc la Tunisie, aujourd'hui, est en déficit d'à peu près 31% de l'eau dont elle a besoin pour vivre. Alors on dit comment ça se fait? Mais, ils vivent très bien, les Tunisiens. Comment ils font? Ils importent ce qu'on appelle de l'eau virtuelle, c'est-à-dire en fait de la nourriture qui a été produite dans un autre continent ou dans un autre pays. Donc en fait, dans les pays arides, comme la Tunisie ou d'autres, aujourd'hui même, les gens ne sont plus autonomes en nourriture, parce qu'ils n'ont pas assez d'eau pour fabriquer la nourriture dont ils auraient besoin. Il faut bien voir ça à l'esprit, 31% aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en 2025? En 2025, ils sont passés à 12 millions. Bon, est-ce raisonnable? Pour la Tunisie, c'est un petit chiffre, c'est pas très, très grave, mais aujourd'hui, quand on sait qu'on n'a même pas la capacité de se nourrir avec les ressources du pays, augmenter le nombre de personnes qui y vivent, est-ce raisonnable? Je vous pose la question. Donc, ils disent, écoutez, nous, on mangera plus de viande, on mangera comme vous. Nous, Français, aujourd'hui, on est à 1700 mètres cubes par an et par personne. Les Tunisiens disent, on aura votre niveau de vie, donc on va manger comme vous. Ensuite, j'ai tenu compte du fait qu'ils vont construire quelques barrages en plus, et j'ai tenu compte du fait aussi que les changements climatiques font qu'il y aura un peu moins d'eau. Résultat, ils sont à peu près à 50% de déficit. Donc la Tunisie ne pourra se nourrir en 2025 que si elle importe la moitié, à peu près, de l'eau dont elle a besoin, en fait, c'est-à-dire sous forme de nourriture. Qu'est-ce qu'ils importent comme nourriture? Essentiellement de l'orge pour nourrir leurs animaux et du blé pour se nourrir eux. Voilà un peu une vision globale des problèmes de l'eau. Vous voyez l'importance de la nourriture dans la satisfaction des besoins en eau des hommes. Alors, cette étude est un petit peu différente de celle que vous a montrée Annie. Bon, les zones bleues, c'est là où il n'y a pas de problème. Il y a de l'eau, tout le monde a ce qu'il faut, il n'y a pas tellement de problème. Les zones rouges, c'est celles où, comme la Tunisie, comme toute la ceinture désertique, où par avance, on sait très bien qu'on manque d'eau. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est intéressant dans cette carte-là qui a été faite par l'Institut international de la gestion des eaux, qui est un organisme, disons, indépendant qui se situe au Sri Lanka, eh bien, ils ont, vous voyez, toute l'Afrique subsaharienne. Elle est dans cette couleur orange qui est déficit économique en eau. Les ressources sont abondantes, c'est là où il pleut le plus. L'Afrique équatoriale et tropicale, c'est là où il pleut le plus. Donc il n'y a pas de manque d'eau. Mais en revanche, c'est là où les gens meurent de faim. Et donc ils ont appelé ça déficit économique en eau. Les ressources sont abondantes par rapport aux usages, avec moins de 25% des prélèvements du Libéria, mais la sous-alimentation sévit, la capacité financière en moyen d'équipement fait défaut. On n'a pas construit les périmètres irrigués, on n'a pas développé le pays à la mesure des besoins alimentaires. Et ce n'est pas l'eau qui est le facteur limitant, vous voyez, c'est l'économie ou l'activité, etc. Donc il ne faut surtout pas, si vous voulez, dans la presse, on vous parle des problèmes de l'eau, qu'est-ce qu'on va vous montrer? On va vous montrer la zone rouge et on va vous dire catastrophe, ces gens-là n'ont pas d'eau, ils sont en déficit. Oui, et alors? Vous avez vu, les Tunisiens, allez à Tunis et vous mangerez très bien, et tous les Tunisiens mangent très bien, ce n'est pas un problème. Allez à Riyad, où il n'y a pas d'eau du tout, est-ce que vous croyez qu'on meurt de faim à Riyad? Mais non, on importe toute la nature qui vole. Je suis allé à Djibouti, il n'y a pas très longtemps. Djibouti, c'est un rocher, vraiment, c'est le désert le plus total. Il n'y a pratiquement même pas quelques palmiers dattiers qui peuvent pousser. Ils importent toute la nourriture dont ils ont besoin et ils ont ce qu'il faut. Ce n'est pas un problème d'importer. Le problème, c'est d'avoir les moyens financiers pour pouvoir se développer. Donc le problème de l'eau, voilà maintenant
quelques chiffres, je vais vous donner très rapidement parce que le temps passe et je voudrais quand même arriver à l'échelle mondiale. Oh, ouais, je vais quand même. Bon, les ressources en eau de la France, c'est les mêmes chiffres que tout à l'heure. Les pluies sur la France, c'est 479, alors que c'était de l'ordre qu'est-ce que j'avais dit, 15 ou 16 pour la Tunisie. L'évaporation, l'écoulement, etc. Donc le total de nos ressources en eau, hein, ça c'est les ressources en eau bleue, et l'évaporation, c'est l'eau verte, hein, 297, 300 et 175. Bon, c'est pour vous donner les ordres de grandeur par rapport à la Tunisie. Voilà nos consommations. Nos consommations, ben vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. On est au maximum à l'ordre de 30. Donc, on a des ressources qui se chiffrent en centaines, hein, et des besoins en eau verte ou bleue ou grise ou tout ce que vous voulez, qui sont bon, de quelques dizaines. Hein. Donc, globalement, c'est-à-dire à l'échelle de la planète, enfin, à l'échelle de l'année, hein, il n'y aura pas de gros problèmes d'eau. Il suffit peut-être de transférer de l'eau. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a la chance d'avoir les Alpes. Donc si on n'a pas d'eau à Paris, bon, on a construit des barrages dans les années 50-70, on pourrait aller chercher de l'eau aux Alpes. D'ailleurs, Napoléon Ier, quand il est arrivé premier consul, il a dit « il faut amener de l'eau propre à Paris ». Et il a dit à ses ingénieurs « vous allez tirer une conduite pour aller chercher de l'eau dans le lac Léman ». Donc sur les Alpes, en fait, hein, alimentées par l'eau. Alors ils ont commencé à travailler, ils ont fait leur plan, et puis ils ont présenté à l'empereur, il est devenu empereur entre-temps, et il a dit « halte là, j'en veux pas. Je ne veux pas d'eau qui vienne des Alpes, parce que si les armées ennemies conquièrent une partie du pays et coupent l'eau à Paris, je ne pourrai plus faire la guerre. » Donc pour des raisons militaires, on n'a pas été chercher de l'eau dans les Alpes au début du XIXe siècle. Mais vous voyez, le problème à l'échelle de la France n'est pas très, très grave. Mais alors je vais vous montrer... Oui, je vais vous parler maintenant de l'empreinte écologique eau pour vous montrer un peu plus en détail ce que nous faisons à l'échelle de la France. Et vous verrez que nous dépendons aujourd'hui, pour la moitié de nos besoins en eau, de l'étranger. Ce n'est pas qu'on n'a pas besoin de nourriture, vous allez voir. Donc ce qu'on appelle l'empreinte d'eau, c'est la quantité d'eau, c'est un peu ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Pour faire un hamburger, ben, il faut 2400 litres d'eau, parce qu'il faut l'eau pour faire le pain, il faut l'eau pour faire la viande. Bon. Donc on sait ça. Mais vous pouvez faire la même chose pour une tasse de café, pour un t-shirt, tout. Vous pouvez tout convertir en combien d'eau il y a dans l'objet que j'utilise. Alors, les gens qui ont fait ça, c'est des Hollandais, ont défini l'eau verte, l'eau bleue, je ne le rappelle pas, vous savez ce que c'est, mais ils ont fait quelque chose qu'on peut discuter, mais qui est intéressant, c'est ce qu'ils appellent l'eau grise. Alors l'eau grise, c'est quoi? C'est le volume d'eau douce requise pour diluer les polluants dans des proportions suffisantes pour que la qualité de l'eau corresponde aux normes en vigueur. Autrement dit, dans leur calcul, on va mesurer la quantité de pollution que nous générons par notre utilisation de l'eau, hein, parce qu'on n'a pas suffisamment traité les eaux et qu'on les met dans les rivières, donc on pollue. Donc ils ont mesuré ça, c'est une façon de le mesurer, en appelant ça l'eau grise, c'est la quantité d'eau virtuelle, celle-là elle n'existe pas, qu'il faudrait ajouter au rejet polluant pour arriver à le diluer à des concentrations qui soient acceptables. Alors vous allez voir ce que ça donne pour la France. Voilà l'eau que nous utilisons en France pour produire en France, c'est pour 75%, 76% de l'eau verte, c'est-à-dire l'eau qui vient du ciel, hein, et qu'on ne voit pas couler, hein, elle est dans les sols et puis elle repart. 18% d'eau bleue et 6% d'eau grise. Donc l'eau grise n'est pas le terme dominant, au moins dans nos pays, parce qu'on traite quand même beaucoup les eaux. Je passe un peu là-dessus et je vais vous montrer ce que nous consommons. Alors ça, c'est toujours les mêmes chiffres, c'est des kilomètres cubes par an. Produits agricoles nationaux. On consomme 43,7 km3 d'eau, c'est vert et bleu. Hein. C'est marqué, vous avez les chiffres en vert, bleu, gris. Mais nous en importons 36. Donc vous voyez que nous importons des produits agricoles qui ne sont pas nécessairement de la nourriture, je vous montrerai ce que c'est tout à l'heure. Il y a aussi des textiles. Donc vous voyez, nous avons actuellement en France notre total de consommation cumulant l'eau verte, l'eau bleue et l'eau grise, qui est de 106 km3, 47% d'eau importée et 76% d'eau verte et 87% d'eau agricole. Alors voilà, je passe sur celui-là. Voilà notre importation en France d'eau virtuelle. Hein, ben vous voyez, c'est essentiellement des textiles, coton et dérivés. Donc en fait, il n'y a pas de production de coton en France. Hein. Et pour faire une chemise, un t-shirt, il faut énormément d'eau, parce que le coton consomme énormément d'eau. Nous savons
que le coton importé en France provient essentiellement de l'ancien Empire soviétique et essentiellement de la région de la mer d'Aral. Donc la chemise là, que j'ai sur le dos et le t-shirt, madame, que vous avez, fabriqué avec du coton qui vient de la mer d'Aral, fait que vous êtes responsable, et moi aussi, de l'assèchement de la mer d'Aral. Donc vous voyez, on a l'impression que la mer d'Aral, c'est un truc lointain qui ne nous concerne pas. Pas du tout. À l'échelle mondiale, nous importons la moitié de notre eau. L'essentiel, vous avez vu que c'est du coton, et donc nous avons notre part de responsabilité de l'assèchement de la mer d'Aral. Bon. Alors, demande mondiale en eau. Alors, rapidement, parce que là, je crois que... Vous me donnez combien de temps encore? Normalement, il est 4h30, donc je devrais m'arrêter. Non. 10 minutes? Non. 10 minutes? Bon. Bon, alors, ça, c'est la courbe de projection de croissance de la population mondiale faite par les Nations Unies. C'est les Nations Unies qui font ça. Il y a des instituts, un institut autrichien qui s'appelle IASA qui le fait aussi, mais disons que l'essentiel des prévisions faites par les démographes sont données par les Nations Unies. Les prévisions ont commencé après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Quand on a prévu en 1950-1960, c'était très mauvais. Quand on a prévu en 1960-1970, c'était moins mauvais. Et en 80, c'était pas à peu près bon, et en 90, bon, maintenant en 2000, on n'est pas mauvais. Les prévisionnistes ne sont pas mauvais, il n'y a pas d'énormes erreurs dans ces courbes de prévision de la démographie. Alors vous avez quand même des fourchettes, c'est-à-dire la prévision moyenne qui nous amène en 2050 à un peu plus de 9 milliards d'habitants. Et puis vous avez des scénarios que je dirais optimistes et d'autres que je dirais pessimistes, basses et hauts, qui pourraient aller entre 8 et 10 milliards. Et ça, bon, on voit bien que ça se ralentit quand même. Ça se ralentit, mais ça se ralentit de façon différente suivant les continents. Nous, Européens, on est là, on est des petits joueurs, on est en dessous d'1 milliard. On est en dessous d'1 milliard. Les États-Unis, l'Amérique du Nord, c'est pareil, l'Amérique latine, c'est pareil. Donc les problèmes de la planète, ils ne sont pas chez nous, ils sont ailleurs. Évidemment, ils sont en Asie. Plus de la moitié de la population mondiale est en Asie, et donc vous avez souligné avec l'importance de l'Asie, Annie, c'est tout à fait vrai. Vous voyez qu'en 2050, on aura dépassé 5 milliards d'habitants en Asie, mais la courbe arrive à un plateau. L'Afrique, pas. L'Afrique est en croissance. On a 1 milliard à peu près d'Africains aujourd'hui, et elle continue, ils seront 2 milliards en 2050, alors que c'est déjà dans ce continent que se situe l'essentiel des gens sous-alimentés. Alors, l'Afrique est vide. L'Afrique est vide, c'est-à-dire qu'on pourrait effectivement faire vivre beaucoup plus de gens en Afrique qu'on ne le fait aujourd'hui. C'est ce que disent les Africains. Ils disent, mais nos territoires sont énormes, mais ils sont vides. Donc on pourrait être beaucoup plus nombreux. Mais le rythme actuel de développement n'est pas tenable. En ce sens que l'équipement en moyens de production, en éducation, en maison, en tout ce que vous voulez, n'est pas suffisant, les moyens ne sont pas nécessaires, réunis pour pouvoir arriver à faire du développement économique raisonnable. Donc là, il y a un énorme problème de nourriture, en particulier en Afrique. Bon, ça, on s'en fout. Alors, pour nourrir tous ces gens-là, j'ai le même tableau que tout à l'heure, je passe rapidement, tout dépendra de ce qu'ils mangent. Alors, actuellement, voilà un ordre de grandeur alors c'est exprimé non pas en kilos de nourriture, mais en kilocalories par jour et par habitant. La moyenne mondiale de production alimentaire, ça c'était pour les années 2000 à peu près, 2000-2005, c'est 3000 kilocalories par jour. C'est bien. Avec 3000 calories par jour, on nourrit tout le monde. On a suffisamment, en moyenne mondiale, de quoi nourrir pour, tout le monde. Et alors, si je reviens sur le titre de mon bouquin, l'eau un trésor en partage, ou la nourriture un trésor en partage, il y a des gens qui mangent trop, c'est nous. Et puis, il y a des gens qui ne mangent pas assez, c'est les Africains en particulier, certains Bengalais, certains en l'Asie du Sud-Ouest, où ils sont où? Ils sont là, les pays en développement, ils sont à moins de 2344, attendez, le total, regarde le total, 2681 kilocalories, eux sont à peu près bien, et nous, on mange trop. Donc, il y a une inégalité de répartition de la nourriture, qui est historique et tout ce que vous voulez, on peut chercher les raisons, mais en tout cas, c'est factuel. Et vous voyez que la répartition entre animaux, végétaux est très différente. Le bien, l'ordre de grandeur, me disent les nutritionnistes, ce serait à peu près 500 en produits animaux et 2500
hein, en produits végétaux. Donc ça, c'est pas trop mal, hein, pays de transition. Mais nous, on mange 2 fois trop de produits animaux. Nous, Européens, Américains et autres, hein, Argentins pour ne pas les nommer, hein, ils mangent que des steaks, ces gens-là. Eh ben, on est responsable d'une façon ou d'une autre de l'épuisement des ressources de la planète et du fait que l'autre, ils sont à 337, c'est pas assez. C'est pas assez. Et c'est une moyenne. Vous avez une moyenne pour les pays en développement, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en dessous de 200 là-dedans. Et ce n'est pas assez suffisant, avec des déficits musculaires et intellectuels qui se développent. Donc, je parle un peu vite. Oui, alors là, je vais encore plus vite. J'ai dit on mange trop. Bah, résultat des courses, hein, 1,3 milliard de personnes en surpoids, hein, en 2005, et on s'attend à 3 milliards, un tiers de la population mondiale qui serait en surpoids si on continue sur la lancée actuelle. Donc il faut faire quelque chose. C'est là où je suis furieux contre l'inefficacité et le manque d'intérêt des pouvoirs publics à notre rapport de l'Académie qui était absolument superbe. Je vous le dis, j'en suis un des auteurs, mais croyez-moi, on a attiré l'attention là-dessus en disant il y a un problème de nourriture mondiale et il faut quand même commencer par le prendre à la base, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on mange et combien on en mange. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Bon, ça n'a pas beaucoup d'effet. Bon, avec des causes de cancer, etc. Alors, voilà, maintenant je vais quand même aller un peu plus vite. Voilà une estimation qui vaut ce qu'elle vaut de comment on va faire pour nourrir tout le monde en 2050. Donc, la production actuelle en millions de tonnes, tout ça est ramené à des céréales, à du blé, si vous voulez. Voilà la production actuelle. Et des démographes et des nutritionnistes ont essayé d'estimer combien de plus il faudrait de nourriture pour nourrir tout le monde et rattraper les gens qui ne mangent pas à leur faim. C'est-à-dire qu'on essaierait d'alimenter tout le monde. Alors ça dépend, bien sûr, de la croissance démographique, mais aussi de l'âge des populations. Les jeunes, ça mange comme des chancres, comme on dit. Hein. Les vieux comme moi, avec un bol de riz, ça suffit. Hein. Donc ça dépend de l'âge des populations pour savoir ce qu'ils vont manger. Hein. Alors, le problème de l'Asie, c'est que l'Asie est assez, jusqu'ici, en particulier la Chine et l'Inde, était assez végétarienne. Alors, les Indiens, une certaine caste d'Indiens, sont végétariens pour des raisons religieuses. Les Chinois, pas du tout. Hein. Il n'y a aucune prescription dans la religion chinoise qui dit si tu veux rentrer avec Confucius, il faut manger des plantes et non pas des animaux. Ils sont riches, ils deviennent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent la consommation de viande. Donc ils vont dans le même travers que nous avons été, c'est-à-dire qu'ils consomment de plus en plus de produits animaux. Alors tout ça mis l'un dans l'autre, eh bien, on arrive à des facteurs multiplicateurs nécessaires de l'ordre de 2 pour l'Asie, 1,9 pour l'Amérique latine, 2,1 pour le Moyen-Orient, 3 pour l'Afrique subsaharienne, parce que l'augmentation de population est plus grande et parce que c'est là qu'il y a des déficits alimentaires importants. Et nous, on pourrait très bien rester là où on est, même réduire, mais en fait, c'est bon, les prévisionnistes nous disent ça. Alors au total, sur l'ensemble, si on fait la somme de tout ça, il faudrait multiplier par un peu moins de 2 la quantité de nourriture produite pour que tout le monde mange. Alors là, on peut reprocher à ce tableau qu'on n'a pas fait beaucoup d'efforts pour réduire les consommations animales dans les pays qui en consomment trop. Enfin, disons que c'est un premier scénario. Alors, comment on fait? Alors, si on traduit cet besoin en nourriture en besoin en eau nécessaire, voilà les chiffres, 4500 km3 d'eau, c'est quand même beaucoup, hein, puisque actuellement on est plutôt à l'ordre de 2000 au niveau total des prélèvements, des consommations agricoles, etc. Et en eau verte, eh bien, on est de l'ordre de 6000, 6-7000, donc ça représente presque un doublement de la quantité d'eau qu'il faudrait pour se nourrir. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je vais passer un peu rapidement, mais la première chose à faire, c'est de réduire les pertes et les gaspillages. Je vais vous montrer un tracement là-dessus. Augmenter la production et les rendements, augmenter les surfaces irriguées, augmenter les surfaces pluviales. Là, vous avez tout dit. Hein. On réduit les gaspillages, on mange moins, etc. On augmente la production en ayant plus d'engrais, plus de rendement, etc. On augmente les surfaces irriguées, ou on augmente les surfaces d'agriculture pluviale. Si on veut produire plus, c'est l'une de ces 4 solutions, ou un mélange de ces 4 solutions. Alors, voilà, ça c'est un peu compliqué, mais c'est intéressant. Vous avez ici la production en kilocalories à l'échelle mondiale. Ça va du champ à l'assiette. Donc, dans les champs, on produit environ 4600 calories par habitant et par jour. Donc ça, c'est la somme de toutes les productions dans toutes les végétales. Alors, vous voyez tout de suite un premier échelon de pertes, c'est les pertes à la post-récolte.
Ça, c'est surtout dans les pays en voie de développement. Dans les pays développés, il y en a peu. Ça, c'est quoi? C'est les méthodes de ramassage qui ne sont pas bonnes, il y a des grains qui tombent par terre. C'est ensuite le stockage dans des greniers dans lesquels les rats s'infiltrent, enfin tout ce que vous voulez imaginer. Environ, vous voyez, c'est important, 600 par rapport à 4600 de pertes qu'on doit pouvoir protéger. Alors ensuite, vous avez ici la transformation des produits végétaux en produits animaux. Donc ça, c'est la consommation de nourriture par les animaux. Et ça, c'est la quantité de viande ou de produits laitiers produite par les animaux. Donc ce n'est pas une perte, ça. C'est la transformation des kilocalories végétales en kilocalories de produits animaux. Et puis la dernière perte, et là, c'est vous et moi. Ça, c'est les pays développés. Perte, distribution et consommation, environ 800. Et ça, c'est absolument scandaleux. C'est le fait que vous et moi achetons dans les supermarchés un produit emballé avec une date, on le met dans le frigidaire, puis on l'oublie, on le reprend, 8 jours après, il est périmé, allez hop. Et il y a 30% de la nourriture achetée en France, en Amérique, en Angleterre, en Allemagne, qui part à la poubelle sans même avoir été ouvert. Donc vous voyez, là c'est vraiment une responsabilité individuelle de chacun d'entre nous de ne pas faire ça. Écoutez, je prends 30 secondes de plus pour vous raconter une apoplexie que j'ai failli avoir. J'avais reçu ma petite fille à déjeuner il y a quelque temps, elle avait 5 ans, et elle a dit, je vais te dire avec une copine. Bon, elle vient avec une copine, la copine s'installe à déjeuner avec nous, et puis elle demande à ma femme, je voudrais un yaourt. Alors ma femme lui dit, va dans le frigidaire, prends un yaourt. Alors la petite fille prend le yaourt, elle l'ouvre comme ça, elle trempe son doigt, ah, j'aime pas. Et le yaourt, pof, craque, à la poubelle, tout de suite. Alors à 5 ans, vous ne pouvez rien lui reprocher. Mais si vous voulez, c'est une mentalité familiale que nous avons tous, sur laquelle on gaspille. Et les assiettes trop pleines que l'on vide dans la poubelle, moi je suis né avant la guerre, je reste du culte que les assiettes, on les frottait avec du pain pour les terminer, il n'y avait rien qui partait. Donc ça, c'est nous. Et ça, on doit pouvoir l'éviter. Donc ensuite, augmenter la productivité, il y a plein de techniques agricoles, je passe là-dessus, vous pouvez les imaginer, les OGM, les fertilisants, etc. etc., etc. L'agriculture irriguée. Alors l'agriculture irriguée, pour faire de l'irrigation, il faut des barrages. Ben oui. Alors regardez cette courbe, regardez que celle du haut. Celle du haut qui est amusante, c'est le nombre de barrages construits par an entre 1900 et 2008 à peu près. Donc vous voyez que des barrages, on en a construit énormément dans les années 80. On arrivait jusqu'à 800 barrages construits par an à l'échelle de la planète, bien sûr. C'est Annie qui m'a donné ces informations. Ce n'était pas du tout pour l'intérêt pour l'eau, mais vous m'avez donné ça parce que l'article que vous m'aviez cité, il s'intéressait à la quantité d'eau qui a été stockée dans les barrages et qui pourrait expliquer une baisse du niveau de la mer. Donc, moi, je l'ai utilisé pour vous montrer qu'en fait, on ne se prépare pas à faire de l'agriculture irriguée, puisqu'aujourd'hui, alors, juste avant les années 2000, la pointe, ça doit être la Turquie, et la construction. Aujourd'hui, on ne construit pas 10 barrages par an. Et quand les Chinois ont voulu construire les Trois Gorges, ça a été des hurlements d'orfraie en disant mais comment ils vont noyer des vallées, etc. Donc il y a une opposition fondamentalement injuste de la part de nous, Européens occidentaux, à la construction du moindre barrage. C'est pour ça que je vous ai dit que le maire de Paris, le nouveau maire de Paris qui voudra construire des barrages en amont de Paris, je lui souhaite bonne chance. Bon, c'est injuste. Un Américain moyen possède de l'ordre de 2000 m3 d'eau par Américain stockés dans un barrage. Nous, Français, on en a 700. 700 m3 d'eau stockés par Français dans les grands barrages qui sont surtout des barrages EDF. Un Africain, il y en a 3. Et on lui dit, attends, ça fait des dégâts écologiques épouvantables, tu ne construis pas de barrage. Donc c'est pour ça que la courbe est tombée à zéro. C'est la pression publique sur l'opinion disant le barrage c'est mal parce que ça noie des vallées, parce que ça a des conséquences. Je reconnais, elles sont graves. C'est vrai que c'est dramatique de noyer des vallées. C'est vrai qu'écologiquement parlant, un barrage modifie le régime des eaux, les écosystèmes associés souffrent, les crues ne sont plus au même moment, etc. Il y a énormément d'inconvénients. Est-ce qu'on veut manger ou est-ce qu'on veut avoir de superbes paysages dans lesquels on crève de faim? Et donc actuellement, la position des pouvoirs publics, ou de l'opinion publique, je devrais dire, sur la construction de barrages est, à mon avis, de façon excessive. Il faut bien sûr faire une pression pour que ça se fasse dans les meilleures conditions du monde possible. Mais ne rien faire, c'est de la folie. Donc on ne fera pas de barrages. Donc on ne fera pas de culture irriguée de façon significativement beaucoup plus que ce qui reste. Donc qu'est-ce qui reste? L'agriculture pluviale.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer d'étendre les surfaces dans l'agriculture pluviale par rapport à l'actuel. Alors voilà un petit chiffre qui est intéressant, qui vous donne les surfaces cultivées en 2000 à l'échelle de la planète, 1,6 milliard d'hectares, sur une surface cultivée estimée par la FAO possible de l'ordre de un peu plus de 4 milliards d'hectares. Donc on est à peu près à un tiers de la surface cultivable. Mais ça dépend énormément des continents. L'Asie, les 3/4 sont déjà cultivés. L'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, 90%. Donc il n'y a plus de terres cultivables. Donc vous voyez, la limitation de la production de nourriture sur certains continents n'est pas liée nécessairement au manque d'eau, il est lié au manque de terre. Manque de terre. Et en revanche, il y a des continents qui ont énormément de terrain que l'on pourrait transformer en agriculture, c'est l'Amérique latine, l'Amérique du Sud principalement. L'Afrique, c'est ce que je dis, l'Afrique est vide. Il y a énormément de terres cultivables alors qu'on y crève de faim. Hein. Il y a énormément de terres cultivables. Et puis nous, on est là, et l'ex-empire soviétique est là, on est dans le tour des 40-50%. Alors, maintenant, on va faire, et ça va être presque la fin de mon exposé, quelques scénarios. Alors voilà, c'est un certain Michel Griffon, qui est un agronome économiste du CIRAD, qui a fait ces chiffres. Il dit, bon, scénario 1, on augmente tout ce qu'on peut faire en agriculture, en surface cultivée. On irrigue davantage, on augmente les rendements. Vous voyez, il a mis 50% de rendement en plus, il a mis 50 millions d'hectares de cultivés en plus en Asie, etc., etc. Résultat des courses, en fonction des besoins que je vous ai dit, l'Asie est en déficit de 760, alors ça doit être des millions de tonnes d'équivalent céréales par an. Donc l'Asie ne peut pas se nourrir en 2050. Elle sera dans la situation de la Tunisie d'aujourd'hui, avec ce scénario. Et il en va de même, et ça vous vous en doutiez, pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, alors que l'Amérique latine et l'Afrique subsaharienne pourraient, il y a suffisamment d'eau et de terre pour pouvoir se nourrir. Alors ça, ça ne va pas, hein, on ne va pas laisser tous ces gens-là crever de faim. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ça, je vous passe les détails. Ce scénario-là, il dit, l'Amérique latine, qui a beaucoup de terre, beaucoup d'eau, elle peut produire plus. Et elle peut produire suffisamment pour alimenter, par exemple, l'Asie. Et les déficits du Moyen-Orient pourraient être comblés par l'OCDE et la Russie. Et on a globalement, à l'échelle de la planète, en faisant circuler de ce que j'ai appelé de l'eau virtuelle, eh bien, il y a moyen de nourrir tout le monde. Et donc, c'est une bonne nouvelle avec un commerce intensif d'eau virtuelle. C'est un peu mon dernier transparent, je vous l'ai dit. Voilà deux prévisions qui vont dans ce sens-là, qui ont été faites par l'INRA et le CIRAD, et qui donnent des prévisions de déficit et d'excédent pour deux scénarios, un qui est plus ou moins un qui est plus, disons, écologique, et celui-là qui est un peu moins. Enfin, disons, on retrouve à peu près la même chose. Le Moyen-Orient est toujours en déficit, alors plus ou moins. L'Afrique subsaharienne, alors là, elle pourrait être autonome, je l'ai dit, il y a les terres et les eaux pour le faire, mais l'expérience montre que le développement n'y est pas, pour l'instant. Donc ça, c'est un scénario un peu très négatif, un peu moins négatif, qui dit que bien qu'il y ait les ressources pour produire en Afrique, eh bien, ils ne vont pas y arriver, et donc il faudra qu'ils importent. L'Amérique latine peut produire beaucoup, l'Asie est déficitaire, et les deux autres grands producteurs, qui sont l'OCDE, c'est-à-dire nous, et l'URSS, peuvent produire et satisfaire. Donc, si vous voulez, quand on parle de la PAC et quand on parle de la déprise agricole en France, il faut faire attention. Nous avons une responsabilité internationale de produire la nourriture, nous qui pouvons le faire dans des conditions économiques et écologiques à peu près acceptables, pour tous ces gens-là qui ne peuvent pas. Donc là, il y a un vrai problème moral. Bon, ça, je parle là-dessus. Conclusion, il faudra déchiffrer. Il faudra défricher. Parce que quand je vous dis on va faire de l'agriculture pluviale, on ne va pas la faire au Sahara, il ne pleut pas, donc on va la faire aux endroits où il y a suffisamment de pluie. S'il pleut, il y a un écosystème qui s'est installé, il y a donc une forêt, il y a donc une savane, il y a quelque chose. Donc tout ça va défricher. Alors je passe là-dessus, j'en finirai. Voilà. C'est joli. Ben ça, pas mal. Ben voilà, c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire. C'est inévitable. Alors on discute
combien d'hectares on va défricher en plus. Alors les plus optimistes, on va dire 300 millions d'hectares, et les plus pessimistes disent on va devoir défricher 1 milliard d'hectares de plus. Donc tout ça, évidemment. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la forêt tropicale, ça, c'est à Bornéo que ça a été pris. Et là, ce qu'ils veulent faire, c'est andouille, excusez-moi ce terme, ils veulent planter de l'huile de palme pour faire des biocarburants. C'est pas malin. Il faut commencer par nourrir la planète et préserver les écosystèmes et non pas faire des... Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Bon, autant on en parle le vent. Ça, c'est la forêt nordique, boréale. Parce qu'avec le réchauffement climatique, les belles forêts boréales que vous avez là, elles vont devenir cultivables. Donc tout ça passe à la casserole. Donc tout ça passe à la casserole, Gone with the Wind. Et qui c'est qui souffre? C'est lui. Donc je conclus, et je vous demande de m'excuser de mon retard, mais qui est en partie dû à vous, Annie, donc je n'ai pas toute la responsabilité du retard. Oui, si on s'intéresse à l'eau sur la planète, il y a beaucoup d'eau. Cette eau a des répartitions dans l'espace très différentes, avec des châteaux d'eau dont j'ai parlé. Globalement, il ne manque pas d'eau, mais localement, il en manque. Vous avez des pays beaucoup trop secs où il n'y a pas assez d'eau, donc il faudra faire quelque chose. Et ça peut être, moi je plaide beaucoup pour les transferts. Les Chinois font des transferts depuis l'Himalaya, en gros, jusqu'à Pékin, sur des milliers de kilomètres. Les Américains l'ont fait pour alimenter la Californie du Sud avec la Californie du Nord. Le Colorado sert à alimenter l'Arizona, etc. Il y a d'énormes projets de réalisation de canaux sur des milliers de kilomètres pour répartir mieux la ressource en eau. L'Europe s'y refuse. Nos fonctionnaires zélés de l'Europe, avec lesquels j'ai pas mal discuté, disent non, on va recycler les eaux, ils vont vous faire boire l'eau de vos toilettes en les recyclant, en les traitant très bien. Et ils disent non, on n'a pas besoin d'eau, on va se débrouiller avec des économies et avec du recyclage. Il faut en faire un peu, mais enfin, il ne faut pas exagérer. Le problème de l'eau essentiel, c'est le problème de la nourriture. Vous avez vu l'ordre de grandeur des chiffres, 5% c'est le reste, et 95% c'est pour se nourrir. Et le problème de la nourriture, il est extrêmement délicat. Des continents entiers, ce n'est pas la Tunisie avec 10 millions d'habitants, c'est l'Asie avec 5 milliards de personnes. En 2050, sera dans la situation d'importer à peu près le tiers de ce qu'elle mange. Vous voyez les problèmes politiques que ça va poser, les problèmes de tension que ça va causer. Et puis, rajoutez là-dessus le risque dont j'ai beaucoup parlé au départ, d'une année ou d'une succession d'années extrêmement sèches, et là, on ne sait pas où on va. Mais bon, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on pourrait alimenter 9 milliards de personnes dans des conditions raisonnables sur Terre. Il ne faut pas les penser beaucoup plus. Si vous arrivez à 12, là, on n'y arrivera pas. Mais à 9, on peut peut-être arriver à nourrir tout le monde, ce qui est une bonne nouvelle, mais aux dépens de qui? Aux dépens de mon ami. Donc, c'est les écosystèmes qui vont souffrir. Et notre responsabilité à nous, quand on parle de ces problèmes-là, c'est de bien prendre en compte l'existence d'une nature remarquable dont nous avons tous les services écologiques, comme on appelle ça, services écologiques de la nature, qui nous sont utiles. Et si on la détruit complètement, cette nature, qu'est-ce qui nous restera? Voilà, je vous remercie.